Je vais vous lire quand même ce que j'avais prévu de dire en introduction parce que... Ouais, il faut prendre des notes. Alors on est dans un contexte, vous l'ignorez pas, un peu de perte de sens, de grands bouleversements à tous les niveaux, géopolitique, économique, climatique, etc. Donc le changement, en fait, il s'impose à nous. Et l'année qui vient me semble devoir être celle de tous les risques. Pour y faire face chacun à notre niveau et avec efficacité, nous allons devoir nous adapter. Plus précisément, il s'agira de renoncer à certains aspects de notre vie d'avant. Et dans une société habituée à tout avoir en un clic, attendre qu'une salade pousse ou qu'une pomme rougisse devrait représenter pour certains un grand défi. Alors, pour anticiper cette période, j'ai fait un test assez simple, et ça on l'a dans notre documentaire Autonomie, par Patrick Baronnet, c'est celle de lister nos dépendances. Alors, c'est un petit exercice que je vous conseille. Moi, personnellement, je suis dépendant en premier lieu de l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, mettons pendant une semaine, je suis très concerné, je ne suis pas autonome du tout. Dépendant de l'alimentation, et puis de l'eau potable aussi, et des énergies fossiles, enfin de plein d'autres choses. Donc, comme disait Patrick Baronnet dans notre film Autonomie, il s'agit de choisir ses dépendances. Je vous rappelle que l'électricité, il y a une gigantesque panne au mois de mars en Espagne et au Portugal pendant une seule journée et qui a désorganisé toute la société. C'est-à-dire plus de téléphone portable, plus de feux de signalisation dans les villes, plus de paiement par carte. Tout s'arrête et se désorganise. Et donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et les problématiques à venir, celles qu'on connaît, donc comme la fin des énergies fossiles, le dérèglement climatique, et celles que l'on suppose, l'alimentation ou l'eau, ça pourrait chambouler notre vie quotidienne, qui pourrait se transformer en la survie quotidienne. Et je ne parle même pas du risque nucléaire. Donc le changement de mode de vie va devenir réalité pour chacun d'entre nous. De gré ou de force. C'est un petit peu ce qu'on disait déjà hier sur une précédente table ronde. Et la question d'y être un minimum préparé me semble essentielle. Alors, pour moi et Nazarena, qui avons lu et interviewé il y a 8 ans Pablo Servigne, qui est collapsologue, donc spécialiste de l'effondrement, voilà. Pour nous qui expérimentons les alternatives concrètes, surtout Nazarène, Laurent ici et Nicole dans ce lieu, il faut accélérer la mise en place d'entraide, de réseaux d'entraide locaux. C'est pas l'autarcie, c'est au contraire être ouvert. C'est accompagner, notre rôle pourrait être d'accompagner cette transition forcée et de soutenir tous ceux, celles et ceux qui, bien évidemment, seront ébranlés par les crises à venir. J'ose espérer, pour conclure, que le pire n'étant jamais certain, cette période de chaos pourrait ne pas durer, et quand bien même elle le devrait, elle serait certainement plus supportable dans les villages et les campagnes, à condition cependant de créer les liens dès aujourd'hui. Donc, gardons le cap. Alors, je voudrais faire un tour de table en présentant d'abord Fred numéro 1, Fred Berthelot, qui me fait le plaisir d'être ici, qui est près de Bernay. On va expliquer ce que tu fais. Toi, Marc. Moi, je suis d'un peu plus loin, je suis à côté d'Alençon. D'accord, donc Dans l'Orne. Fred numéro 2. Alors moi je suis près de Bernay. D'accord. Et dans la vallée de la Rille, on va dire. Voilà, et Laurent, que tout le monde connaît. Près de Fred. Voilà, c'est bien vu. Je suis ici. À côté. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord tes activités actuelles ?
Actuellement, donc, je suis installé en maraîchage sur petite surface, environ 3 hectares, donc entre Bernay et Broglie, à mi-chemin. On a ouvert la ferme en 2016, donc on va pas tarder à fêter nos 10 ans. Et voilà, on est en maraîchage bio, ultra diversifié, spécialisé dans les semences paysannes et variétés anciennes, en essayant un maximum de ne pas utiliser les hybrides et les F1. Bon, c'est pas, avec les années, on s'est rendu compte que c'était pas toujours possible, mais tant qu'on peut le faire, on le fait. Voilà, sans travail de sol. À la base, zéro travail de sol. On a fini quand même par acheter un peu de matériel pour griffer un peu le sol, parce qu'on était envahi de campagnols notamment, donc qui nous ravageaient à peu près tout. Donc, voilà, on a cherché des solutions. C'était pas forcément une solution idéale, mais on l'a fait quand même. Voilà, et on fait principalement de la vente directe. D'ailleurs, maintenant, quasiment plus que de la vente directe. On a tenté un peu la Biocoop, les magasins. Mais en fait, voilà, la vente directe, c'est bien mieux. On connaît nos clients nous connaissent, ils savent ce qu'on fait. Et du coup, il n'y a pas de... Les gens savent ce qu'ils mangent quand ils viennent chez nous, et en fait, c'est tout ce qui comptait dans notre démarche. Alors je dis notre, maintenant c'est ma démarche, puisque ma compagne n'est plus avec moi sur l'entreprise, donc aujourd'hui je suis tout seul sur la ferme. Et c'était très bien pour le bien de notre couple. Marc. Eh ben, moi, actuellement, j'auto-construis ma maison en terre, paille et bois. L'objectif, c'est d'avoir une maison passive, en tout cas au moins sur le papier. Après, on verra dans les faits après 1 ou 2 hivers. Voilà. Et à peu près. Non, je peux préciser quelque chose. En fait, le thème de la table ronde, c'est Osons changer de vie. Osons changer de vie, ok. Marc était un athlète de haut niveau, il faisait du badminton. Si, tu étais dans les meilleurs français, non? Tu étais quand même au niveau badminton. Okay. Et il a après évolué en fin de carrière comme entraîneur. Donc, il a fait un premier changement de vie. Je suis toujours entraîneur. Il est toujours, mais tu fais de façon variable en fonction de tes besoins, ouais, du temps sur la maison, etc. Et il auto-construit sa maison. Après, on a reconstruit une première de 20 mètres carrés. L'actuelle fait 120 mètres carrés ou 140. Oui, celle que je construis là va faire 140. Actuellement, je vis dans une cabane de 20 mètres carrés. Donc moi, je suis un pragmatique et j'aime bien trouver des solutions. Et j'ai essayé de faire en sorte que je puisse avoir un confort de vie tout en, justement, dans cette petite cabane, en réduisant tous mes besoins au maximum. Par exemple, je n'ai pas l'eau courante. J'ai une grosse bassine 200 litres avec une pompe à pied qui me sert pour mon évier. Et en fait, on consomme beaucoup moins d'eau, comme ça. Pour la douche, j'ai un petit seau avec une pompe et je fais chauffer juste l'eau à la bouilloire que j'ai besoin. Et en fait, l'eau est tout à fait chaude et il n'y a pas de problème. Mais en fait, du coup, moi, personnellement, je trouve que j'ai le même confort. Par contre, on va dire que mes besoins, ils ont été réduits par 10 ou par 20, quoi, en termes de consommation. Voilà. Et donc après, c'est pour ça que l'idée de la construction de la maison, c'est on va dire de surtout me passer dans un premier temps de chauffage, puisque je trouve que c'est le poste le plus important de dépense d'une maison, qui soit en bois ou d'autres énergies. Parce qu'avant, donc à la base j'étais de région parisienne, ma démarche principale en tant qu'entraîneur et sportif, c'était manger mieux. Donc pour manger mieux, si on se renseigne un peu, on se rend compte que c'est difficile, à part si on va chez des producteurs locaux qu'on connaît, c'est difficile de savoir toujours ce qu'on mange. Chez moi, autour de chez moi, j'avais pas, donc je me suis dit, faut que je produise moi. Et donc pour ça, fallait acheter.
Et acheter en Île-de-France avec un salaire d'entraîneur, c'était pas possible. Donc la première fois, j'ai acheté une ferme, une vieille ferme que j'ai entièrement rénovée. Et c'est là que s'est posée la question effectivement de même rénover. La gestion de l'énergie m'a paru être trop compliquée, puis j'avais trop de corps de ferme que je n'utilisais pas. Donc je me dis, c'est pas la peine de garder tout ça. J'ai revendu, j'ai acheté un champ, j'ai planté ma tente. En attendant, dans une serre. Oui, enfin, j'ai acheté une serre à tomates, pardon, c'est plus grand qu'une tente. C'est plus grand qu'une tente, ça coûte moins cher. Donc j'ai planté la serre à tomates. Je me suis dit après, elle me servira pour faire pousser les tomates. J'ai foutu mon lit là-dessous. Et puis j'ai construit ma cabane. Je vis dans la cabane et maintenant je construis la maison. J'essaie de faire, on commence petit à petit, et puis les choses se font au fur et à mesure. Ça prend souvent plus de temps que prévu. Mais en fait, c'est pas grave, puisque, comme je disais, j'ai fait en sorte que ce soit, j'ai le même confort de vie que n'importe qui. En fait, c'est simplement une organisation différente, mais c'est pas une organisation différente, c'est des habitudes. Il faut qu'on a pris des nouvelles habitudes, elles ont remplacé les anciennes, et puis en fait, ça se fait tout seul, quoi. On n'y pense plus. Et dernière chose, actuellement, Marc est en train, vous avez vu ceux qui ont assisté à la présentation sur les greffes, il est en train de développer une activité de pépiniérisme, en quelque sorte. Oui, aussi. Qui serait une nouvelle façon d'avoir des revenus, pour peut-être diversifier le travail d'entraîneur s'il arrête, ou avoir un complément. Donc ça veut dire qu'il a aussi travaillé ça, et c'est encore un changement de vie, parce que c'est une autre façon de travailler, de faire son modèle économique. Je me suis dit que c'est bon, j'avais assez crié sur des gens pendant 20 ans, et que maintenant, je pouvais crier sur des plantes. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant? Oui. Maintenant. Là, tu es assis sur une chaise. Alors moi, j'ai pas quitté l'école de mes 3 ans jusqu'à la retraite, avec différents postes. Et la rencontre de certaines personnes a fait qu'il y a eu pas mal de réflexions qui se sont installées. Et en particulier, à partir de 97, où j'ai été mis en contact avec un sel du Pays d'Auge. Donc dans ce sel du Pays d'Auge, il y avait un couple qui était déjà dans les autonomies, en tout cas dans les autonomies chauffage, de l'eau pour le jardin, ils avaient une source, ils étaient déjà bien lancés là-dedans. Et je venais d'acquérir une maison en briques pour ma deuxième vie, parce que j'en ai eu une première, et puis ça s'est pas toujours bien passé, donc j'en ai eu une deuxième. Et le sel a fait qu'il y a eu des chantiers participatifs et des montées de compétences énormes, des gens qui venaient, de moi, enfin de tout le monde, quoi. Lorsqu'il y a un chantier participatif, les compétences augmentent. Certains n'y connaissaient rien, moi le premier, et en demandant à droite, à gauche, à certains artisans, aux gens du sel, et bien voilà. Puis après, on devient compétent, on va aider chez les copains, et voilà. Et donc la maison a été faite de la couverture, tout, quoi. Voilà, j'ai pu faire toute ma maison au départ comme ça. Donc forcément, monter en compétences, j'étais pas dans la paille, j'étais dans la brique. La brique, ça marche aussi. Hein. Et de fil en aiguille, le jardin est arrivé, tout petit potager. De toute façon, on va revenir après, parce que sinon je vais garder la parole tout le temps. J'ai pas forcément envie, quoi. Le jardin est arrivé, d'abord petit, et l'insert est arrivé, le bûcheronnage est arrivé en termes d'autonomie avec des énergies renouvelables. Les cuves à eau sont arrivées, les toilettes
Et la machine à laver vont bientôt arriver grâce à ces grosses cuves. Les panneaux solaires sont arrivés. Enfin, c'est tout un parcours de vie, hein, qui fait que on commence à grignoter sur le système. Tu as diminué tes dépendances. Ah bah carrément. Ouais. Bon, après, il y a l'investissement des panneaux solaires. Hein. Je ne les ai pas fabriqués. Hein. J'imagine que ça doit être possible. Et donc, non, c'est... Enfin, moi, j'invite les gens à essayer, au moins, et de se renseigner par rapport à ça, parce que c'est vrai que en termes de dépendance électrique, enfin, on est toujours dépendant, mais la facture, nous, elle est coupée en 4. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. Et à toi de prendre la parole. Donc, moi, je suis Laurent et j'ai lancé Expérimente il y a 6 ans, donc le lieu où vous êtes, avec une idée à la base plutôt d'autonomie et de pouvoir me rendre compte par mes connaissances économiques et du travail que j'avais dans la finance en tant que trader et économiste et toutes ces choses-là, me rendant compte que ça allait mal se passer à un moment ou à un autre sans me rendre compte pourquoi, et ayant un peu regardé ce que disaient des gens comme Jean Covici, comme Servigne, comme aussi mon cher Pierre Rabhi, des gens qui ont à la fois été des penseurs, des scientifiques, des gens qui avaient étudié un peu au fond ce qui se passait dans notre société et qui disaient attention, ce que disaient les gens en 72 là, du rapport Meadows, c'est en train de se produire et ça va vraiment pas dans le bon sens. Et moi, je me disais, putain, j'avais réussi financièrement dans mon métier, etc. Je me dis, mais à quoi ça sert si ça se casse la figure et que voilà, on n'a pas quoi à bouffer dans le supermarché du coin. Donc, l'idée, ça a été d'avoir un lieu, de développer un lieu et de pouvoir manger ce qu'on produisait. Donc voilà, la démarche, en fait, je suis arrivé ici là-dessus. Et les rencontres, les personnes qui sont venues, des gens comme Marc, qui est venu en woofer, en fait, ici à la base, il y a presque 5 ans maintenant, les échanges qu'on a pu avoir ensemble m'ont rendu possible une implication dans la société plus importante et le fait de m'intéresser à la permaculture et tout un tas de choses. J'ai commencé à devoir bricoler parce que, grâce notamment à Marc, qui avait déjà bien avancé sur le sujet, qui avait retapé sa ferme et qui avait des compétences que je n'avais pas, plein de choses sont rendues possibles. Et là, j'ai commencé à sentir ce côté de l'importance de ce groupe, du partage, des entraides, des transferts de connaissances qu'on peut avoir entre nous. Et j'ai vraiment essayé de développer ça. À la base, je l'avais au fond de moi, mais je ne me rendais pas compte que c'était un axe important. Moi, j'étais plus dans le truc d'avoir un lieu autonome et de pouvoir bien vivre. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, que ça ne m'allait pas. Et que ce que je voulais, c'est que la société autour aussi se porte bien et puisse être avec un confort correct pour pas que ce soit l'anarchie et la prédation. Donc là, j'ai commencé tout seul avec les gens qui ont bien voulu venir et petit à petit, on a développé ce lieu. Et donc la ferme, Marc pourrait vous dire, c'était pas vraiment comme ça à la base. On a tout refait, dont l'électricité que j'ai fait de l'étable ici avec Marc. Les petits luminaires là, c'était un modèle que Marc avait inventé, il m'avait dit « Ah, regarde, j'ai fait ça », j'ai trouvé ça génial, donc on en a fait plein. Et tout ça, ça a été des lieux d'apprentissage pour toutes les personnes qui sont passées. Il y a peut-être 200 ou 300 personnes qui sont venues en tant que woofer ou des gens qui sont passés en tant qu'amis voir un peu ce que je faisais, ce que j'avais mis en place. Et ensuite, des milliers de personnes sont venues aux différents événements, au festival autres qu'il y a pu y avoir. Et chaque personne, s'ils ont pu s'alimenter, trouver une idée, se nourrir de quelque chose, me dit, bon, moi c'est déjà un petit pas de fait, c'est déjà une petite chose. Et puis il y en a qui sont revenus plusieurs fois et qui ont apporté des choses. Et voilà. Moi ce que je voulais, c'était un truc d'autonomie au départ. Et puis en fait, je me trouvais que c'était un truc d'ouverture plus sur cette société qui passait un moment ou un autre ici et que j'essayais de toucher d'une façon ou d'une autre pour que tous ensemble, on change un peu la société vers quelque chose de plus juste et de plus humain. Alors dans les questions, après je vais demander à Fred, le maraîcher aussi, comment tu étais passé un petit peu vite, comment est-ce qu'on passe de trader à entraide? De trade à entraide. C'est intéressant, c'est qu'en fait, moi, l'entraide, je l'avais en moi, sauf que j'étais dans un système où j'avais été formaté, réussir, gagner sa vie, faire un travail, s'occuper de sa famille, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on a été éduqué, non pas
tenir compte de la société, mais de notre cellule familiale, et puis basta, quoi. Et en fait, moi, je me suis vite rendu compte par mon parcours, j'étais bouddhiste à partir de 20 ans, que, en fait, ça ne me suffisait pas. Moi, ça ne me suffisait pas. Et au fur et à mesure des échanges et des discussions avec les uns et les autres, parce qu'on n'a pas que travaillé, on a aussi beaucoup parlé, on a beaucoup, quelque part, expliqué nos valeurs, nos envies, nos projets, etc. Et certaines de ces choses-là ont été mises en place après. La richesse de l'échange et de ce partage, il était déjà en moi, mais je l'ai compris en fait en faisant avec les gens. Toi, Fred, c'est un parcours en tant que photographe, et puis la musique surtout, le côté musicien, et maraîcher musicien, c'est original. Ouais, je pense que pendant longtemps, j'ai rêvé d'être un artiste, et à un moment, la réalité économique... et maintenant, tu fais rougir les tomates. Maintenant, je fais rougir les tomates. Non, il fait danser les tomates. Mais mon étalage, c'est ma pièce de théâtre, c'est pas grave. Je pense que j'ai quelques clients là dans la salle, ils le savent. Je pense pas être un vendeur. Je pense que j'ai un côté atypique dans ma vente. Banal. Faut avoir les bretelles un peu accrochées pour venir chez moi. Mon étalage, c'est une toile. J'aime bien que mon étalage soit beau. Donc je reste quand même avec cette fibre de vouloir quelque chose de joli, de vouloir. Et dans la discussion avec mes clients, je pense que je suis assez franc du collier, il y a très peu de clients que je vous vois. C'est un peu que j'ai pas été élevé avec le vouvoiement. Tout ça, je le tiens de ma famille, de mon père qui ne vouvoie personne, mais aussi de toute cette période où je me suis pris un peu pour un artiste, où j'ai voulu faire de la photo, j'ai voulu faire de la musique. Mais tu fais encore de la musique. Oui, mais j'en ai jamais vraiment gagné ma vie correctement. Il fallait toujours que je fasse un boulot à côté pour subvenir. Mais je veux dire, dans ton équilibre de vie, la musique fait partie intégrante. Ah oui, complètement, oui. T'as toujours un âge. Oui, et encore aujourd'hui, j'arrive à 10 ans de maraîchage, j'envisage fortement de revenir à la musique. Mais parce que aussi, je suis quelqu'un qui se lasse des choses. Sauf de la musique, pour le coup, sauf de faire de la musique. En fait, au-delà de faire de la musique, c'est même faire de la scène, en fait. C'est d'être sur scène, de faire du spectacle. C'est pour ça que je dis que mon étalage, c'est aussi oui, c'est quelque part une petite pièce de théâtre où j'aime bien faire l'idiot, j'aime bien faire marrer les gens, j'aime bien que ce soit un peu rock'n'roll. Et puis visiblement, les clients aiment bien ça aussi, puisqu'ils reviennent. Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait te donner l'idée, te faire penser que tu irais vers maraîcher, par exemple? À la base, oui. Non, pas vraiment. Je me suis toujours intéressé à l'agriculture, même plus jeune. Au sortir de mes études de photo, j'étais parti dans le vin. J'étais parti faire des vendanges, ça m'a éclaté. J'ai beaucoup travaillé dans les cuves et j'étais parti à un moment mais ça, c'est quelque chose dont je me souvenais plus du tout quand j'ai commencé le maraîchage. C'est mon frère qui m'a rappelé ça. En fait, j'avais postulé dans des fermes pour faire un CAP vigneron. J'en avais aucun souvenir. Mais ça m'a toujours un peu intéressé. J'ai un très bon copain qui m'a formé au maraîchage, qui est Édouard Stalin à la ferme des Ruffaux, à côté de Bourrachard, qui m'a donné son envie, sa passion du maraîchage, mais qui m'a aussi donné sa passion de la nature, de son observation de la nature, de recréer une biodiversité là où il n'y en a plus. C'est ce qu'on a fait, nous, au Jardin du Coq. On est arrivé sur une prairie au milieu des champs conventionnels. Il n'y avait pas un arbre, c'était une espèce de désert vert où il n'y avait pas une seule bestiole. Alors je fais un peu râler mes voisins parce qu'aujourd'hui on a des renards. Ça leur hérisse le poil. Et puis Au renard comment? Ça hérisse le poil des renards. Non, ça hérisse le poil des voisins parce que vous comprenez, eux, ils sont chasseurs et le renard il leur pique le gibier. Bon, voilà. J'ai des chevreuils, alors c'est pareil, ils se disent mais pourquoi ils ne les chassent pas?
parce que moi j'aime bien me lever le matin et voir le chevreuil monter les herbes hautes. Ils bouffent un peu nos légumes, moi ils bouffent certaines plantes. Ah, que moi rien. Ils sont sympas. Ouais, ils vont l'herbe, les petits arbres, mais pour l'instant en tout cas, on va garder du bois sous la main, mais non, pour l'instant c'est juste le plaisir des yeux. Après je pense qu'ils s'approchent pas trop des légumes parce qu'on a 2 chiens et je pense que ils sont un peu hésitants à approcher trop des cultures. Mais tant mieux, voilà, du lièvre attire l'arigot alors que tous nos voisins disent ouais, il n'y a plus de lièvre dans les champs, il n'y a plus de lièvre dans les champs. Bah, non, venez pas chez moi, mais chez moi il y a des lièvres et ça j'en suis très content. Donc voilà, on a recréé un petit monde dans ce lieu où on a planté énormément d'arbres. Alors ceux qu'on a plantés en général ont crevé et puis on a laissé la nature faire et finalement la nature fait bien mieux le travail que nous. C'est-à-dire que nous, les arbres qu'on a plantés, les plus grands, doivent faire 4 mètres aujourd'hui au bout de 8 ans. Ceux que la nature a semés font déjà 12-15 mètres et ont été semés bien après ceux que nous, on a plantés. Donc au bout d'un moment, on a fait bon, on va laisser la nature faire, elle fait bien mieux le job que nous. Et voilà, en fait, c'est pareil pour le sol. On est arrivé sur un sol tout gris, tout sec, plein de caillasses. Aujourd'hui, à force d'ajouter du compost, d'ajouter du fumier, d'ajouter des paillages, on a toute une foule de bestioles qui sont arrivées, d'insectes divers et variés, des scolopendres, des mille-pattes, qu'on n'avait absolument pas au départ, énormément de carabes, pas mal de limaces aussi, mais des limaces léopards depuis cette année qui mangent les autres limaces, donc on en est plutôt content. Et aujourd'hui, avant de venir, une menthe religieuse mâle, alors j'ai appris que les menthes religieuses aujourd'hui volaient. Je ne savais pas que les menthes religieuses mâles volaient. En fait, j'ai cru que c'était une libellule sur le cou avec une forme étrange. Et quand elle s'est posée, je suis dit, ah la vache, c'est une menthe religieuse. Donc on est allé voir sur Google, parce que bon, t'as pu la voir aussi du bon le Google. Et on a appris que les menthes religieuses mâles volaient. Oui, mais les femelles ne volent pas apparemment. Apparemment, il n'y a que les mâles qui volent. Voilà, mais c'est ce que ma fille a dit. Elle a dit, oui, il a eu peur des... Elle a 9 ans, elle a la suite dans ses idées. Alors, Marc, sur ton parcours, est-ce que tu pensais un jour faire ta propre habitation de tes mains Alors, moi j'ai toujours été amoureux de la campagne. Donc j'ai grandi, on va dire, en ville, en banlieue parisienne. Et j'ai toujours eu cette attirance campagne, mais campagne rurale. Et effectivement, non, à la base, ma démarche était vraiment axée sur l'accès à la nourriture, ou en tout cas un besoin, on va dire, de produire mon alimentation. Et c'est après, dans ma première ferme, que je me suis rendu compte de ce que ça représentait déjà, parce que je faisais mon bois moi-même. Donc de faire son bois, de chauffer, d'avoir une grande surface qui avait été pensée à une époque pour une certaine utilisation et que c'était pas forcément adapté à mon quotidien actuel. Et c'est pour ça que je suis parti sur l'idée de construire moi-même. C'est venu en fait, ça a été presque maintenant je dirais un cheminement logique, parce que pour moi quand j'ai mis le pied dans la permaculture, un peu comme beaucoup de gens, par l'aspect on va dire jardinage, mais ça englobe tellement plus de choses et j'ai vraiment pris toute la dimension. Et donc et maintenant, pour moi, l'objectif, ça va être vraiment de faire ma maison et plus tard d'accueillir pour montrer que c'est faisable en fait. Moi, en tant qu'entraîneur, je me suis rendu compte que j'avais beau donner toutes les consignes que je voulais, j'étais bien plus efficace quand les joueurs allaient me voir jouer et que j'appliquais ce que je demandais. Que j'incarnais, entre guillemets, les conseils que je pouvais donner au quotidien. Et en fait, je pense que là, pour moi, ça va être le même processus. Donc,
actuellement, je suis en construction et sûrement que ça va être un lieu qui va être destiné à accueillir, à recevoir, ou en tout cas à montrer que c'est possible, que c'est faisable, que sans formation particulière, si on prend le temps, c'est toujours pareil, il faut accepter de prendre le temps de se renseigner, d'aller voir à droite à gauche, d'y réfléchir. Et encore une fois, comme il disait dans l'interview, faut pas se précipiter. On arrive quelque part, on a envie de tout chambouler. En fait, il faut vraiment prendre son temps, observer. C'est terrible, on nous le répète depuis des années, mais on le fait jamais parce que quand on arrive, on se dit je vais faire ci, je vais faire ça. Vraiment, on évite plein de bêtises, on se rend compte de plein de choses, et puis même, en tout cas pour moi, c'était un nouveau monde qu'il faut apprendre à découvrir, à connaître. Et en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a plein de choses qui nous échappent, on va dire, parce que comme c'est pas dans notre monde, on peut pas les appréhender. Et donc, et là, voilà, effectivement, maintenant je suis bien acclimaté, et c'est pour ça que je me dis, je peux me lancer, je peux commencer à échanger, à faire des retours d'expérience, et plus tard, inviter des gens pour partager, pour montrer que c'est en fait pas si difficile que ça, qu'il n'y a pas tant d'efforts que ça à faire pour réduire, entre guillemets, nos dépendances. Parce que pour l'instant, je ne suis autonome sur rien, mais je suis, disons que mes besoins ont très très fortement été réduits. Je pense que c'est la première étape. Avant de chercher à être autonome, il faut d'abord réduire au maximum ses besoins, et ensuite, le peu qui nous reste, peut-être le passer sur de l'autonomie. Frédéric, on va revenir au début aussi. Est-ce que dans ton processus, donc tu n'as pas dit, mais tu étais dans l'éducation, mais proviseur sur les... À la fin. Sur les dernières années. Un instit de base. Un instit de base et... Donc c'est les rencontres, tu as dit, mais cette sensibilité à la nature, à la construction, à tout ça, est-ce que c'était déjà en germe bien avant ? Probablement. Moi, je suis d'une famille du côté de mon père qui avait une ferme, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Pays d'Ouche, Boscrenou en Ouche, enfin c'est un petit peu au milieu de la barre en Ouche, enfin un petit peu... c'est vraiment la campagne, quoi. Il n'y a pas de mobilette, il n'y a pas un troquet, il n'y a rien, il n'y a que des fermes. Et donc nous, on allait passer tous nos week-ends dans la ferme, quoi, à faire les conneries habituelles des jeunes. On saute dans les ballots de paille, tout ça. On court après les vaches, enfin tout, quoi. Et ça m'est resté. Ensuite, dans ma première vie, mon beau-père avait un potager. Il avait un potager énorme, parce que le manque de moyens financiers fait que l'autonomie peut aussi passer un peu par là. Ensuite, des rencontres d'un collègue instit, musicien, joueur de blues. Il était sportif en tant que plongeur sous-marin et il construisait sa maison. Je lui ai dit, est-ce que toute ma vie je vais tenir une craie dans ma main, quoi. Voilà, ça a été vraiment le déclic, ça. Première rencontre importante. Et en parallèle de mon métier d'instit, moi j'ai été moniteur ski et escalade. Pendant les vacances, j'avais des jeunes de 18 à 20 ans, et on partait à PPN, quoi, donc activité physique de pleine nature, donc nature, quoi. La nature est là, présente. Et à un moment donné, je veux me former, moi j'avais le BAFA, ça faisait 10 ans que je faisais de l'anime, j'étais le roi du monde, je savais tout, voilà. Et j'ai voulu passer le BAFD, donc le brevet d'aptitude aux formations de directeur. Donc j'arrive, et moi le plus fort, et là, le formateur,
il m'a fait un peu descendre du piédestal pour me rendre compte que j'avais un très très beau discours, mais dans les actes, c'était un peu discordant. Donc voilà, ça m'a fait aussi réfléchir énormément. Une grosse période de 3 jours pendant le stage où j'étais plus avec le groupe. Enfin, j'étais, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. C'est pas de la dépression. Une forme de dissociation. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, j'étais. Là et pas là. Ouais, j'étais là, mais pas avec le groupe. Je mangeais quasiment pas avec. La toilette, c'était limite. Enfin, l'hygiène, c'était moyen. Et après, une fois que tout s'est remis en place, que les projets se sont installés par écrit et que ça revenait à peu près, le discours pouvait revenir aux actes, identique aux actes, c'était c'était une période euphorique ou hystérique, on m'a dit. C'était ça. Voilà. Bon. Et donc voilà, c'est deuxième rencontre. On était à la deuxième rencontre là. Et donc il a fallu, ça m'a coûté ma première vie, le fait d'être tout le temps pendant les vacances parti faire des centres de vacances, pas toujours avec mon épouse. J'emmenais souvent mes enfants, mais pas mon épouse, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Pour que ce soit des vacances, non? Peut-être pour que ce soit des vacances, j'en sais rien. Et moi, a priori, je ne m'en rendais pas compte. On m'a dit, mais. Enfin, si, tu devais t'en rendre compte, mais c'était inconscient. Voilà. Et donc, la deuxième vie arrive, et le sel. Donc, le sel du Pays d'Auge. Donc, un couple. Pas forcément très fortuné, un peu tirant le diable par la queue, enfin, et voilà, gros potager, énormément de compétences dans les mains, et donc à partir de là, on a fait beaucoup de chantiers participatifs, et surtout dans le bâtiment normand et pan de bois. Donc là, j'ai appris à faire des tenons, des mortaises, à faire du torchis, à se lancer des boules d'argile pailleux avec de la paille quand on avait fini le chantier, enfin bref. Et de fil en aiguille, on a commencé à démonter des bâtiments qui tombaient en ruine pour récupérer tout ce qu'on pourrait voir là, quoi, les poutres, les pieds. Après, la maison est arrivée, donc comme je disais, construction de la maison, de la couverture au plancher, enfin au sol, avec un minimum de taille de pierre pour la cheminée. Voilà, c'est les montées en compétences. Alors le sel, on était, vous connaissez le principe du sel, système d'échange local, hein, et on avait comme unité l'heure, c'est-à-dire quel que soit le service, c'était en heure. On venait filer un coup de main de débroussaillage, c'était 1 heure, hop. Quelqu'un d'autre pouvait, je pouvais aller utiliser mon heure chez quelqu'un d'autre. Donc c'était un échange, mais pas forcément avec les mêmes personnes. Alors pour ceux qui habitent à la campagne, le sel, ça existe sans être nommé. Hein. Sur les petits hameaux de 400 maisons, on est tous à se filer des coups de main. Hein. Donc ça c'est un peu plus structuré. Donc est venu aussi le jardin, des expériences de la campagne, du beau-père, du sel, tout ça. Et le début de la permaculture depuis une dizaine d'années. Et comme je disais tout à l'heure, les réserves d'eau, les panneaux solaires, le bûcheronnage. Et donc là, c'est vrai qu'en termes, on pourrait se chauffer, s'éclairer peut-être un peu, mais pas... on débute l'autonomie. Voilà. Et puis maintenant que je suis à la retraite, je suis allé retrouver un copain d'études. J'ai commencé par STAPS pour être prof de PS. J'étais avec un copain, on a bifurqué pour être instit. Je suis allé le retrouver et en fait, lui, il avait arrêté il y a 10 ans, il avait monté une boulangerie solidaire au levain, quoi. C'est-à-dire qu'il ne vendait que sur la commande et donc
Voilà, je suis passé 3 semaines, 15 jours chez lui et apprend à faire du pain. Après, des chantiers bénévoles pour apprendre. Voilà. Apprendre pour savoir faire plein de choses au cas où. Au cas où, à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe. Et qu'on n'ait plus la société qui nous vienne en aide, quoi. Ouais, et là, ce que tu dis, Frédéric, c'est que apprendre tout le temps. Beaucoup de gens, ils apprennent pour faire leur métier, et puis après, ils apprennent plus grand-chose, en fait. Et il y a des gens comme nous, là, des curieux, comme Marc, comme Frédéric, et puis je pense que Frédéric aussi, on aime bien apprendre, et puis c'est presque un défi, un nouveau truc qu'on ne sait pas faire. Hop, tiens, on va bien y arriver, ou il y en a qui arrivent, on pourrait y arriver aussi. Et si on a cette démarche, on se rend compte que tout est possible. Et il faut en même temps avoir l'autre démarche de se dire, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour faire un truc comme un professionnel ferait, mais on est pour y arriver. Et à force de faire, on finit par atteindre des fois un niveau comme un professionnel. Mais les premières fois, c'est normal que ce soit pas. Et donc cette démarche, dans le 11 ans changer de vie, qui était ce sujet-là, en fait, c'est ça. C'est aller toujours chercher à apprendre, à comprendre comment ça marche, et pas se prendre la tête de dire mais ouais, il faut le diplôme, il faut la connaissance, le machin. Des fois il y a un copain qui sait faire et puis il te montre. Des fois on regarde un tuto sur internet et on n'y arrive pas parce que le tuto ça raconte des bobards, ou des fois on n'a pas la force ou la compétence. Mais dans l'ensemble, on arrive toujours à trouver. Ça va être un bouquin, ça va être quelqu'un qui sait faire, et on va le voir et puis il nous dit tiens, voilà, moi je fais ça. Puis des fois il faut un outil. Et si on n'a pas l'outil, on n'y arrive pas. Mais voilà, c'est la curiosité d'essayer de dire je peux y arriver. Et la démarche de l'autonomie, c'est une grosse partie de ça. Et puis c'est un chemin en fait. C'est pas grave en fait si on loupe en fait. Et si on loupe, c'est pas grave parce qu'on fera une autre façon. Et puis des fois, le louper va nous éviter une autre connerie, et puis finalement on va le faire mieux. Et ça fait partie du boulot, mais on n'a pas été éduqué comme ça. Et ça, c'est un truc contre lequel il faut se défendre. C'est qu'on nous a éduqués, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit bien fait, il faut le bon élève, il y a un tuto, il y a un mode d'emploi, il faut faire comme le mode d'emploi, c'est comme ça qu'on fait. Marc et moi, quand on entend c'est comme ça qu'on fait, ah bon, mais moi j'ai bien envie d'essayer comme ça aussi, ou de telle façon. Et puis on va voir si ça marche, et puis ça marche pas, on s'en fout. Puis finalement, des fois c'est même mieux, et puis à force, on invente des façons de faire des trucs, et des fois ça nous correspond, des fois c'est des gros ratés, on fait autre chose, et puis ainsi de suite. Non mais déjà c'est pas des ratés parce que si on l'a fait, on sait comment on l'a fait, et du coup dans l'utilisation on se rend compte pourquoi on peut dire que c'est raté. Et au final c'est pas si raté que ça parce que derrière, comme on l'a fait, il suffit juste de le défaire ou de le refaire différemment, et puis en fait c'est plus un raté parce que on a résolu, on va dire, la problématique qu'on avait à ce moment-là. Voilà. Et puis plus on commence à faire des choses comme ça, plus le truc d'après, qui paraît très difficile, etc., en fait, c'est facile. On a réussi tel truc, des fois même c'était approximatif, des fois ça marchait, mais c'est pas... Mais du coup on se dit, n'importe quel truc, on doit pouvoir y arriver, même si des fois, il y a des trucs qui sont un peu dans notre zone vraiment de gros inconfort. Mais on a l'expérience, à force d'en faire, c'est pour ça c'est un encouragement, commencer à faire des trucs, même des trucs simples, des trucs qui sont à votre portée ou juste un petit peu difficiles, et puis en fait, après, tout est possible. Juste pour relever ce que tu disais, je pense qu'avant j'avais peur de me lancer. Quoi. On a tous peur. J'avais peur de me lancer. Et ce que tu dis, une fois qu'on s'est lancé sur un truc, on se lance sur d'autres trucs. Et je conseille pour ceux qui se lancent dans l'électricité de mettre les portes de vos maisons. Parce que nous, on avait retiré les portes, c'était plus pratique qu'en restant à la maison. Mais il faut les mettre, les portes, pour voir où on doit mettre les interrupteurs. Il faut mettre les portes. Parce qu'une fois qu'on les a remises, ah merde, il est derrière la porte. Donc voilà, c'est l'expérience qui fait que c'est avant les prises. C'est pas grave, mais il y a des erreurs qu'on ne refera pas. Et puis accepter toutes ces petites erreurs. Mais les mecs qui te disent ah ouais mais t'es nul, en gros t'es nul, t'as mis le truc là derrière la porte. Mais oui, mais moi t'as vu, je l'ai fait le truc. et je sais, le coup d'après, je ferai pas la connerie. Je me suis fait avoir une fois,
Et en plus, si vraiment on est bien emmerdé, on se sent bien con, ben, on y pense vraiment un coup d'après. Mais des fois, on fait une fois ou deux fois l'erreur, et c'est pas grave. Il y a la satisfaction de l'avoir fait, et la petite erreur ou le petit truc raté, ça fait partie du truc. Et puis on est des humains, quoi. On n'est pas des machines qui font exactement tout toujours pareil. Des fois on y arrive, des fois on foire. Puis déjà, si on a réussi à aller mettre l'interrupteur derrière la porte, c'est qu'on est capable de le remettre ailleurs, c'est-à-dire de le déplacer. Ouais, mais une fois que tous les placos sont faits... Ça fait chier, Oui, ça fait chier. voilà, mais en tout cas... bien casser le bonbon à faire passer mais les câbles des machins. du coup, on peut se dire, bah en fait, ça me fait chier. Je le fais pas, ça me fait chier. Alors mais moi, ça, des fois, c'est des fois, pas. je change la porte. Voilà, c'est ça. C'est je peux le faire, Non, parce que tu mais sais, je tu changes choisis la de porte. pas le faire. C'est pas Donc, pareil. des fois, tu dis plutôt que de changer le machin, tu changes la Oui, porte. tu changes la tourne porte. la porte. À la limite, c'est plus simple. Hein. En gros, tout ça pour vous dire que il y a des choses compliquées, des choses difficiles, mais il n'y a rien d'impossible. Il y a déjà un proverbe qui le dit, mais en fait, des fois, souvent, on se fait par nos peurs, par nos croyances, on se fait un truc plus gros de ce que c'est réellement. Et des fois, on en parle avec un copain, on lui dit, putain, je suis comme un con, j'ai foutu l'interrupteur derrière la porte, et le copain, il te dit, oui, mais en fait, porte, et puis on trouve une solution simple. Alors que quand on reste tout seul, et là je reviens toujours à ce groupe de partage, d'entraide, et de parler entre nous, quand on reste tout seul dans son coin, qu'est-ce qu'on fait? On boucle la nuit, tout le temps la même connerie, on répète la même chose. Je ne sais pas si je suis tout seul, on connaît ça. Et en fait, on en parle avec un copain ou un machin, déjà de le verbaliser, des fois on s'entend, on dit, putain, mais c'est con ce que je dis, ou tu vois, en fait, mais il y a une solution simple. C'est juste, il faut bosser un peu plus, ben on refait 2 heures, et puis voilà, on résout le truc. Frédéric, qu'est-ce que tu nous as parlé du côté maraîchage et dans ta maison ou dans les bâtiments Ah, moi est-ce je suis que full t'as- nucléaire. Non, j'ai pas du tout eu le temps de bosser là-dessus. J'aurais aimé, ça faisait partie des rêves qu'on avait quand on s'est installé. Mais non, je suis difto moi à la base. Je suis parti à Paris faire mes études de photo. J'ai été photographe à Paris. Je suis revenu à Rouen pour faire de la musique. Je n'ai pas forcément fait les choses dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. À Rouen, ensuite, j'ai bossé à l'Armitière, une grosse librairie, la grosse librairie rouennaise. Et c'est là que j'ai dit non, le salariat, c'est pas possible. Donc au bout de 3 ans, je suis reparti et c'est là que je suis parti en maraîchage et que je suis arrivé ici. En fait, je suis arrivé ici pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'habitais à Louviers et acheter une ferme à Louviers. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le marché de l'immobilier à Louviers. À Louviers Ah ouais. Ça n'a rien à envier à la région parisienne. Ah ouais. La même ferme que nous coûtait le double. Donc ma femme à l'époque travaillait à Évreux, il fallait une ville pas trop chère à l'immobilier et à distance raisonnable d'Évreux pour qu'Hélène puisse continuer à aller en train à Évreux travailler. Ouais. Ça fait que tu étais seul à bosser sur l'exploitation. Ouais. Oui, j'ai monté. En fait, c'est pour ça notamment que ma compagne n'a jamais pu trouver sa place, c'est que j'ai monté l'exploitation seule et elle m'a rejoint dessus. Et du coup, ça a été très compliqué pour elle de trouver sa place sur un système qui était déjà mis en place. C'était moi qui étais formé, donc je devais la former, sauf que je ne sais pas si quelqu'un a fait l'expérience d'être formé par son compagnon. Mais... voilà. Donc je ne lui jette pas du tout la pierre, c'est même à la limite, je me la... lui dites pas, mais je me la jette plutôt à moi. Voilà, de ne pas avoir su lui donner sa place, ou elle de ne pas avoir su la trouver, mais en tout cas, il y a un truc qui n'a pas marché dans ce domaine-là. Tu étais seul sur l'exploitation, c'est Ouais. une grosse charge mentale. Oui, non, carrément. Carrément, et puis elle avait encore son boulot salarié avec ses 5 semaines de congés payés, quand moi j'avais un boulot, pour le coup, il n'y a plus de vacances, et ça faut quand même bien... On a beaucoup idéalisé pendant ces périodes-là le métier de maraîcher. Faut quand même remettre un peu les choses à leur place. C'est un boulot qui, au même titre qu'un éleveur, ne s'arrête absolument jamais. Ça s'arrête 2 semaines dans l'année. Voilà, on a 2 semaines de vacances de plus qu'un éleveur. Ça fait pas lourd. Et honnêtement, au bout de 10 ans, j'en ai un peu ras la cassette. Sur ce domaine-là, j'adore ce que je fais, mais c'est ce domaine-là qui commence à me gratter un petit peu et à me faire dire
Pense à ta vie, pense à ta santé, pense à ta gamine qui part jamais en vacances. Enfin, du moins qui part en vacances, mais sans ses parents. Alors ça, quand on part en vacances, on y a toujours droit. Oui, voilà, c'est un métier génial dans plein d'aspects. Je ne renie pas les 10 années que je viens de passer et que j'ai adoré et que j'adore toujours. Mais là, voilà, j'en suis arrivé à un point où je commence à vraiment réfléchir à autre chose, à me dire, c'est bon, la place aux autres maintenant. Je ne sais pas sous combien de temps, ça se trouve dans 3 ans, je serai encore là et je tiendrai peut-être encore le même discours. Mais parce que j'arrive pas à, voilà, j'adore malgré tout ce que je fais et tous les printemps, là, notamment ce printemps qui a été très beau, très ensoleillé, où je dis ah mais non, j'ai pas du tout envie d'arrêter en fait. J'ai mal partout, mais j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et puis bah là. Bah, il aurait fallu, en fait, je pense. Être en hiver, ouais, c'est ça, et puis il aurait sûrement fallu que j'envisage un système économique un peu différent pour pouvoir embaucher du monde, pour pouvoir. Le CAP. Ne suffit qu'une personne qui te remplace, puisque toi tu y arrives tout seul. Donc il suffit de trouver. Oui, mais il faut quelqu'un de formé. Oui, voilà. Mais quelqu'un de formé, ça se paye. En fait, le problème est toujours économique, hein, ça qu'on le veuille ou non, même dans des petits systèmes comme le nôtre. Voilà, c'est ça. Et nous, on est un système, j'ai tout monté de A à Z, sans crédit, sans. Alors, j'ai la chance d'être d'une famille un peu aisée, donc on a eu de l'argent pour monter la ferme. Ça, c'est pareil, quand on a des stagiaires qui viennent, c'est une des premières choses que je leur dis, c'est est-ce que tu as une famille derrière toi pour t'installer? Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, j'aurais le crédit que n'importe qui a à rembourser, la ferme, elle n'existerait pas. Il faut être clair et net. Un crédit de 1 000 € à rembourser tous les mois, c'est même pas la peine d'y penser. Nous, on paye 200 € de crédit par mois. Parce qu'on a pu acheter notre ferme grâce à des parents qui étaient derrière nous, qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent encore beaucoup. Et sans cette donnée-là, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Tous les copains que j'ai en tant que maraîcher qui existent encore, ils ont hérité d'une ferme familiale, où effectivement, comme moi, c'est des gens qui avaient de l'argent à la base, alors soit par leur famille, soit par leur travail. Hein. Certains, des copains parisiens qui ont très bien gagné leur vie à Paris, ils avaient un appartement parisien, ils l'ont mis en location. Aujourd'hui, la location de leur appartement parisien paye leur ferme. Bon, voilà. Mais c'est des systèmes où il ne faut quand même pas oublier cette donnée-là. Nous, les banques ne nous suivaient pas. Alors ça, c'était le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que comme on arrivait avec un gros apport pour payer notre ferme, ils n'étaient pas chez eux. On demandait, ils n'étaient pas chez eux. Quand on leur a demandé un crédit, on leur a demandé 70 000 €. 70 000 € pour une ferme à un peu plus de 200 000, plus le matériel pour machin. Ils ne nous ont pas suivis. Et les paysans du coin nous ont dit, mais demande-leur 500 000. Là, ils te suivront. Parce qu'ils peuvent te saisir si tu te plantes. Ah oui. 70 000, ils ne peuvent pas me saisir. Ils peuvent éventuellement me faire un peu chier, hein, mais ils peuvent pas saisir mes biens. C'est pas suffisant, voilà. Ça couvre pas la dette. Donc à un moment, alors ça leur a un peu piqué les fesses quand même à l'époque. Donc on a fait en sorte que trouver d'autres moyens de financer notre projet. Moi je suis parti, j'ai acheté 3 bâches, un sac de graines. J'avais une pauvre petite serre au fond du champ. On a fait la première année comme ça. La deuxième année, mon père nous a aidé à acheter une serre un tout petit peu plus grande qui, là, a commencé à générer du revenu. Et là, à partir de là, on a pu se développer, acheter du matériel, acheter des serres plus grandes, acheter notre premier tracteur au bout de 5 ans. Donc j'ai fait 5 ans sans tracteur, ça c'est pareil. On parlait de l'autonomie énergétique, etc. C'est un métier un tracteur, c'est... alors, dans mon domaine, c'est pas grand-chose. C'est un tracteur qui roule 15 heures par an, mais ces 15 heures-là, pour moi, elles sont vitales. Tu peux pas l'emprunter ou le louer à quelqu'un autour de toi? Non, parce que j'ai besoin de l'avoir quand j'en ai besoin, sur l'instant. Après, je l'utilise pour plein d'autres choses. Quand je dis 15 heures, c'est vraiment 15 heures pour le travail des champs. C'est-à-dire que pour passer mon coup de griffe quand je prépare une planche de semis, porter mes ballots de paille quand j'ai besoin d'aller chercher un ballot de paille. Avant, je poussais les ballots de paille à la main.
J'ai Les roues de traversé balleur. mon champ avec les ballots de paille à la main pendant 5 Les ans. rondes ballons, Les roues- 150 Les ronds de kilos. balleur, voilà. Ah oui, les round balleurs. Oui, Ouais. oui. Et, le champ, il fait 180 mètres de long. Dire que j'étais pas épais. C'est pour ça que les premières années. Ah oui, mon frère me l'a dit. T'as Il pris dit, du oh, muscle. t'as vachement pris quand même. Bah, tu m'étonnes. Non, ça va, le terrain est plat. Heureusement, le terrain est plat. Ça, c'est le petit avantage. Mais pour le coup, honnêtement, aujourd'hui, pour rien au monde, je me passerai de mon tracteur. Ah non, c'est clair et net. Même s'il sert peu, il me sauve la vie. Et pour autant, c'est pas pour autant que j'ai les canaux carpiens complètement en vrac. Le dos va bien. Pour ça, pour le coup, je suis plutôt content, c'est que mon dos résiste extrêmement bien. Donc tant mieux. Mais j'ai très mal aux mains, j'ai mal aux bras, voilà. Donc oui, non, le tracteur, ok, il sert pas beaucoup. Si un jour j'ai la capacité de le passer en électrique, j'en serais ravi. Il se trouve que pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit trop possible. Ou du moins, si c'est possible, ça coûte une fortune à faire. C'est ça. Mais après, il doit consommer, je sais pas, sur l'année, je dois faire 50 litres de gasoil. Et encore, je suis même pas sûr de les faire, parce que je fais pas souvent le plein. Pour revenir sur l'idée de te faire remplacer, finalement, ce qui te manque, c'est un mois de vacances avec ta femme et ta Ah, fille. ne serait-ce qu'une semaine. Donc se faire remplacer. Voilà, il faut voir si économiquement tu peux te faire remplacer. Oui, mais- Alors là, maintenant, je commence à pouvoir le faire. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui est formé pour le faire. Il faut trouver quelqu'un qui fait pas de conneries pour Eh bien, pas en maraîchage, justement. En fait, il y a un service de remplacement auprès de la MSA qui existe. Alors, il y a des gens en élevage, il y a des gens en céréales, et en maraîchage, ils n'ont personne. Moi, j'en Donc, à connais chaque- peut-être. Ouais. J'en connais un qui remplace chez les... Ah bah, je peux être Les preneur, hein, animaux parce que... maraîchers. Parce que C'est un jeune, mais il s'y connaît quand même bien. Ouais. Ah bah. Après, là, l'année prochaine, l'idéal, ce serait qu'on arrive à embaucher un saisonnier qui fasse la saison avec moi de mai à octobre et que je puisse, en juillet ou en août, me prendre au moins une semaine, 10 jours avec ma fille. Tu me demandes avec quoi en est Ouais. Tony Tom. Il l'a déjà fait ailleurs. Il est sympa, il est sérieux. Ça marche. Bah, avec Et plaisir. justement, ce serait bien si tu pouvais, avec lui, faire une saison. Et Ouais. comme ça, Bah, il avec sait exactement plaisir. comment tu bosses. J'entendais le terme Une question. woofer tout à l'heure. Ça pourrait être l'occasion. Alors, j'ai peut-être, fait du woofing pendant 4 ans. avec donc des. Ouais, Ah c'est bon, j'ai donné. D'accord, ok. En fait, c'est énormément de logistique, c'est super. Hein. C'était 98% de super expérience. On en a accueilli, je pense, une bonne soixantaine en 3 ans. Ouais, on a fait 3 ans avec les woofers. Sans le woofing, la ferme n'aurait pas la tête qu'elle a aujourd'hui. C'est grâce à eux, et clairement, je leur en serai éternellement reconnaissant. Voilà, ça m'a énormément aidé. On a eu des super rencontres, on a eu des Argentins, on a eu des Belges, on a eu des Anglais, on a eu des gens de toute la France qui sont venus. Et vraiment, il y a eu plein avec qui on est encore en contact. On parlait tout à l'heure de Mathilde Gestin, des nouvelles coordonnées. Bah, on s'est rencontrés parce qu'elle est venue en woofing chez moi à l'époque où elle habitait à Paris. Et c'est comme ça qu'elle a découvert la région. Aujourd'hui, on a un ancien woofer qui est maraîcher à Tiberville, qui s'est installé comme maraîcher à Tiberville, avec qui on est très potes. Mais voilà, il suffit de 2 personnes avec qui ça se passe pas bien pour vraiment gâcher l'expérience. Ma fille supportait plus trop le fait d'avoir tout le temps du monde à la maison. Ça, pour les enfants, c'est pas forcément simple non plus, parce qu'en fait, on s'occupe plus des enfants quand on est avec ces gens-là. On parle maraîchage tout le temps. Alors déjà, nous, ça nous sort pas beaucoup du boulot. Mais en plus, ça n'arrête pas de parler maraîchage, ça pose tout le temps. Et du coup, la discussion avec l'enfant, elle disparaît complètement. Et ça, ma fille, à un moment, elle a dit stop. Elle l'a craché à la tronche des woofers. Non, mais je veux manger tout seul avec mes parents, je veux pas d'eux à table. Bon. Elle avait 5 ans. Allez hop. Je sais pas si tu te souviens, mais au début, au woofing chez toi. Ah ben oui, avec des copines. Oui, mais... Ah bah oui, bah ça y est. C'est elle avec qui ça s'est mal passé. Ah, c'est les 2%. C'est les 2%. Ah merde.
non, peut-être les 3. Oui. Non, là c'était des bonnes expériences. En fait, vous avez pas. J'avoue qu'en disant les personnes qui m'ont fait avancer, je pensais notamment à vous 3. Ça faisait partie des gens à qui je pensais parce que il y a des gens comme vous où. Alors, moi je voulais pas que les gens ne tournent pas leurs heures, mais vous en faisiez partie. Des gens qui allaient au champ, vous étiez là parce que vous aviez envie d'apprendre et vous aviez envie de faire des choses. Et ça, on en a eu plein des gens comme ça. Et même des gens finalement qui faisaient juste le matin, c'était pas très grave. On a eu des gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient et puis qui se collaient en transat pendant que je désherbais. Et j'en ai eu en transat devant moi. Au moins 20 mètres derrière la ferme, quoi. Il y a du soleil partout ici, donc vas-y, mais te mets pas juste là, quoi. Là aujourd'hui, je suis tout seul dans mon champ, je suis très bien. Je fais mes horaires, il n'y a personne qui me demande ni quoi ni qu'est-ce. C'était une belle période, c'était chouette d'apprendre aux gens, de transmettre, et d'ailleurs d'apprendre avec eux, parce qu'à l'époque où vous êtes venus, moi j'étais encore plutôt assez minot, quoi. J'ai pris beaucoup en expérience depuis, mais à l'époque, je pense que je devais être à la 4e année, 3e ou 4e année. Ma fille avait 3 ans. Ouais, donc c'est ça, la 3e année. Ma fille a l'âge de la ferme. Elle est née, j'ai ouvert la ferme 2 semaines après. Donc, ouais, j'étais un peu rock'n'roll. J'aimais le sport à l'époque. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, je pense qu'en vieillissant, ouais, là, c'est vrai que cette année, là, faire tout seul, j'ai bien aimé ça en fait. J'étais bien, écouter les oiseaux, écouter la musique quand j'avais envie d'écouter ma musique. Donc c'est peut-être pas la fin immédiate de... Pas immédiate, de toute façon 2026, je suis un peu contraint de la faire. Mais bon, c'est bien, hein, je suis content de la faire quand même. On verra 2027. Alors, c'est une transition aussi pour demander aux autres les années qui viennent. Bon, oubliez peut-être un petit peu ce que j'ai dit en introduction, qui est guère réjouissant, mais la suite pour toi, Marc, par exemple. Et ben, pour moi, déjà, ce serait d'avoir un toit. Parce que, à la base, ma cabane, c'était provisoire. Bon, ça fait 4 ans que c'est provisoire, ça commence à être long. Et puis voilà, c'est vraiment, je sens que, ouais, essayer d'accueillir ou de moins faire venir du monde, parce que là, je peux inviter personne. Je vis dans 20 mètres carrés, c'est compliqué de faire venir des gens ou de les accueillir. S'il pleut, bon. À Paris, on fait dans 10. Ouais, d'accord. Après moi effectivement j'ai un projet de pépinière parce que pour moi ça a plus de sens, voilà, et je pense formation ou seconde maison éventuellement sur le terrain. Je me dis quitte à en faire une, autant en faire 2. Un immeuble? Non, peut-être pas, mais On commence par une cabane. déjà, j'ai dit je verrai à la fin de la première dans quel état je suis, combien ça m'a coûté. Oui, En chantier école. Voilà, après éventuellement ce sera plus facile d'accueillir du monde pour participer. Voilà. Mais continuer, on va dire, dans cette logique de je veux rester dans des solutions faciles, pas chères, que tout le monde peut faire en fait. Et pour moi, construire une maison, c'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est complexe parce qu'il faut penser à beaucoup de choses en même temps et qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent. Mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça si on prend le temps de s'y intéresser. Alors construire, rénover aussi, hein, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur la rénovation. Mais c'est pas toujours si compliqué si on veut bien se prendre le temps ou la peine de s'intéresser au sujet et juste de se dire en fait je suis pas si bête je suis pas plus bête qu'un autre, les autres ils y arrivent, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas si j'y vais pas en fait, tout simplement. Et c'est vrai que souvent quand on fait quelque chose, et ça c'est peut-être l'école qui nous apprend ça, on va faire... Pas pour dire du mal de l'école. Non, je vais pas dire du mal de l'école, mais on fait un grand truc,
un truc très très bien. Et en fait, il y a juste un petit détail là qui est pas bien. Et on dit oh ça c'est nul. En fait, on voit pas tout ce qui a été fait avant, toutes les compétences, toute la réflexion, tout ce qu'on a dû faire. Et moi, c'est pareil dans mon métier quand j'entraîne les joueurs à la fin. Des fois, en fait, ils font 50 coups et puis ils loupent le dernier à ça de la ligne. Ils disent ah c'est nul à chier. Je dis bah attends c'est pas possible, tu peux pas tout jeter quoi. Je veux dire juste avant c'était et c'est pareil dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Je pense beaucoup à la rénovation ou à la construction et en fait on met l'accent sur les loupés ou sur les petites imperfections. Alors qu'en fait, tout ce qui a été fait en amont, toutes les réussites, toutes les réussites, on les voit pas. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous retenez un truc de ce festival, c'est ça. Parce que, en fait, combien de gens ne font pas, justement, parce que c'est le petit truc raté qui est toujours montré du doigt par les autres, ceux qui font pas, et que ceux qui font, souvent, ils viennent te voir et te disent ah putain, t'as fait ça, c'est bien, vas-y. Et tous ceux qui font jamais rien ou qui sont pas. Quelque part, ils vont vous montrer les petits trucs qui vont pas parce que ça va t'aider de savoir que ça va pas. Bon, on l'a vu, on n'est pas con. C'est ça. On l'a fait le truc, on sait exactement les petits ratés. Oui, c'est pas droit. Bah oui, c'est pas droit. Mais ça permet de se dire les encouragements de ceux qui savent justement faire et qui se rendent compte de ce que ça représente. Tu vois, un Fred qui a fait sa maison de A à Z, il sait ce que ça représente, un truc comme ici, tu vois. Ceux qui ne savent pas faire, en fait, ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et ce qu'il y a besoin, pour que tous, là, on avance et qu'on fasse du partage, de l'entraide, etc., c'est qu'on s'encourage les uns les autres sur nos projets respectifs. On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes capacités. Mais quand on a un projet et quand on fait avancer des choses, et que ce n'est pas que pour soi, mais quelque part aussi pour les autres autour, et qu'on rayonne, et qu'on encourage, et qu'on montre, et qu'on dit, bah voilà, moi j'ai fait comme ça, tu peux essayer, ou je peux t'aider s'il y a... Et ben là, on fait avancer l'ensemble. Et notre responsabilité, vraiment, c'est vraiment une conclusion hyper importante de ce que moi je pense, c'est de faire en sorte que chaque projet, il avance. Et pour ça, il faut prendre soin, non pas du petit détail, mais de la personne qui a porté le projet, et qui a fait tout ça, et qui s'est donné du mal, pour que, par exemple, on soit dans une pièce où on est bien, où on a la lumière, où tu vois, on se casse pas la gueule quand on a fait la chape. Parce que tout ça, ça n'y était pas avant. Et c'est du confort qu'on s'apporte, mais souvent on ne sait pas remercier, et ça m'arrive aussi, on ne sait pas remercier ce travail qui a été fait et qui rend possible tout un tas de choses dont on bénéficie chacun. Mais même avec soi, c'est pas et forcément les autres. Avec soi-même, des fois. C'est avec soi-même qu'on est dur. Et c'est simplement, moi je donne souvent cette métaphore aux gens, c'est en fait dans notre vie, on rencontrera autant de feux rouges que de feux verts sur la route, à peu près. Sauf que si à chaque fois qu'il y a un feu rouge, vous dites « Ah putain, ce feu est toujours rouge pour moi », en fait vous allez ponctuer, vous allez mettre l'accent, ou en tout cas avoir un événement et souligner qu'un type d'événement, c'est-à-dire que les feux rouges. Et du coup, à chaque fois que vous allez passer devant un feu, quand il va être vert, vous allez passer sans vous en rendre compte. Et à chaque fois que vous allez ah putain, je le savais, de toute façon, il est tout le temps rouge ce feu. Et en fait, c'est juste de la ponctuation. C'est-à-dire que vous avez mis l'accent à un moment donné sur un truc. Et je suis désolé, mais je reviens dessus, mais pour moi, c'est l'école, elle souligne, elle apprend à souligner, on barre les fautes. Parfois. Non, t'as des bons profs qui te disent bonne rédaction. On barre les fautes. Voilà, on barre les fautes. Et en fait, il y a tout un processus, il y a toutes d'autres choses qui ont été réussies. Et en fait, on est beaucoup plus sensible. Ouais, et puis en fait, c'est beaucoup plus performant, ou en tout cas efficace, de simplement être amnésique de ses erreurs. Vraiment, d'ailleurs, je prends l'exemple dans le sport, mais tous les grands champions, ils sont complètement amnésiques de tous leurs matchs pourris, de toutes leurs erreurs qu'ils ont fait dans leur vie. Ils en ont fait, ils le savent. Mais, ou même, des fois, ils sont un peu arrogants, ils disent non, moi, ça ne m'arrive jamais. Mais, en fait, c'est parce qu'ils ont cet état d'esprit-là, parce qu'en fait, ils ne voient que les réussites, ou en tout cas que les choses qui peuvent marcher. Que derrière, ils peuvent progresser. Je pense que dans notre vie quotidienne, ou même quand on veut faire des choses, en fait, il suffit juste de se dire, en fait, je vais le faire.
Je vais le faire, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je vais le faire, j'y vais, petit à petit, ce sera peut-être pas super parfait, mais c'est pas grave, parce que si je me suis trompé, comme je l'aurais fait, je vais me rendre compte pourquoi je me suis trompé, et en fait, comme je l'ai fait, de toute façon, je peux l'inverser. Je peux l'inverser et je peux le refaire d'une autre manière. Voilà. Et effectivement, faut être indulgent. Et indulgent d'abord avec soi-même. Faut être indulgent avec soi-même et c'est vraiment important, faut être exigeant mais indulgent et pas juste exigeant et intransigeant. Moi, mon autonomie, elle est bon. Il y a une petite partie de retraite, mais je suis parti un peu plus tôt que prévu. J'étais un vieil instinct, donc j'ai pu partir avec quelques années d'avance, pas forcément chargé à bloc financièrement, mais j'ai eu la possibilité de partir un peu avant. Je rénove, moi, pas mal. Je prends des taudis. Ouais, mais tu as raison. Je rénove et je loue, pas en Airbnb. Je loue à des gens qui viennent s'installer sur Bernay pour bosser, qui ont besoin. Et la petite anecdote, c'est pareil. J'avais mis un four dans une cuisine, dans un coin. Ne jamais mettre un four dans une cuisine, dans un coin. Mon cousin est venu, il bricole aussi, il a refait une maison sur Brayonne. Il m'a dit, mais tu peux pas ouvrir ta porte, là ? Puis, en fait, il y avait une porte que je pouvais pas ouvrir, puisque la barre du four empêchait la porte de s'ouvrir. Donc on a bricolé une bricole. Et je m'entends souvent dire, tu parles d'indulgence, quand je bricole, ou quand je finis un truc, ou même un joint de carrelage qui est pas mal, je dis, attends, là c'est pas mal. Voilà. C'est bien ça. Je m'encourage à me dire que c'est bien. Mais Marc, quand il passe devant un feu vert, il dit « Ouais, un feu vert !» Je dis, oh purée, encore un. Putain, je l'ai eu. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux constructions, parce que tu parles de construire une nouvelle maison. Oui. Je pense que dans la rénovation et dans une nouvelle maison, le plus important au départ, c'est de connaître la succession des actes à faire. Parce que voilà, si tu coules une chape et puis qu'en fait, tu as oublié de petits égouts, dans la salle de bain, donc je pense que c'est très important que ce soit très clair. On fait d'abord les fondations, les égouts qui ont fait ça, l'ordre, mais il faut pas se bloquer dessus. Et en fait, rien n'est irréversible parce que de toute façon, toute maison. Oui, non mais je suis d'accord. Ah oui. Non, mais ça, effectivement. Après, c'est des erreurs que des fois on va faire. Et ben en fait, c'est pas si grave que ça, parce que on va retaper dedans. On retape dedans, c'est chiant parce que c'est du travail, mais au final, ça se fait même quand si on y réfléchit. Mais il faut pas se dire, je dois avoir tout millimétré, parce que sinon, si on se dit, je dois tout avoir millimétré pour tout bien penser, on commence jamais. On commence jamais. Voilà, exactement. Je vais te dire un truc, Marie-Claire, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et pourtant. Aucun de nous trois n'a dû faire ça vraiment correctement. Pourquoi ? Aucun de nous trois n'a dû faire ça correctement. Pourquoi ? Parce que le temps que passent certaines personnes qui te disent qu'il faut faire ça, il est des fois tellement important que tu oublies, ça demande une organisation, un boulot. Et en fait, il y a beaucoup de temps qui sont ratés. Des fois, il faut savoir commencer et accepter qu'il y aura peut-être des trucs que tu vas oublier, que tu vas mettre l'interrupteur au mauvais moment, etc. Parce que même si tu penses à tout, t'inquiète pas, il y aura d'autres trucs qui vont venir te faire chier. Tu diras, j'ai besoin de tel matériel, et le matériel, tu ne l'auras pas autant mis en œuvre. Non, et puis c'est pas de ta faute. Tu penses à tout dans un contexte. Avancer, et le contexte, il va changer. Exactement. Les gens qui doivent t'aider, ils vont changer. L'idée peut changer. L'idée peut changer aussi. Moi, j'ai changé 3 fois d'idée en plein milieu de la maison. Tout ça pour dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est que tout ça, en fait, il faut avancer en ayant réfléchi, comme tu dis, mais pas se dire, il faut que je fasse tout parfait, parce que ça n'arrive jamais. Oui, il faut bien. Oui, il faut bien connaître. Oui, mais même le bon ordre. Mais même des fois, tu dis, j'ai fait tout le bon ordre, et en fait, le matériel, par exemple, le matériau que tu veux mettre, etc., il a une contrainte qui demande quelque chose que tu n'as pas. Donc, moi, ce que je dis, il faut prévoir qu'on va devoir s'adapter, quel que soit le contexte, et pour ça, il faut garder de l'indulgence pour soi, de l'ouverture, de la gentillesse avec soi-même, parce que du coup, tu vas y arriver. L'important, c'est comment créer ce réseau d'entraide. C'est-à-dire comment on fait aujourd'hui, là,
maintenant pour dire on peut faire telle chose chez un voisin, telle chose chez monsieur ou madame, ou chez toi ou chez moi. Comment on fait? Voilà. Le sel. Oui. Le sel, notamment, est une possibilité, ouais. Ah oui. Ah oui. Le quoi? Le On sel. est là ici avec des personnes qui sont intéressées par faire quelque chose chez eux. Ça peut être ça. Ça peut être de muscler le sel qui existe déjà, mais qui demande de l'utiliser plus. Là, qui demande à évoluer encore parce qu'il n'y avait pas d'unité. Il y avait beaucoup de dons, mais on s'est rendu compte que les gens, c'était plus facile pour eux de donner que de recevoir et de demander. Alors qu'avec cette unité d'heures, ça va être une banque, on va peut-être revenir au système financier, mais avec des heures. Et en fait, si tu as besoin d'un truc, tu sais que tu as des heures un peu d'avance, que tu vas aller filer un coup de main, tac. Moi j'ai besoin là, que tu viennes me faire mailler, j'y arrive plus, j'ai l'épaule en vrac, viens me faire mailler, ok, bien de faire ta tac. Rien que les conseils. Moi, j'ai reçu des conseils de Laurent tout à l'heure avec les carrés potagers. Oui. Je vais les appliquer. Oui. Et voilà, ce que dit Nazarène, c'est qu'en fait, on veut aussi un peu du concret, parce qu'on fait chacun des projets, on est quand même souvent un peu isolé. Fred, il a un problème pour les vacances de quelqu'un qui puisse... Et en fait, je pense que si on arrive à diffuser les échanges, les besoins entre nous, on peut résoudre des choses comme ça qui peuvent être sacrément importantes. Ça peut nous éviter d'aller dans le burn-out, ça peut nous éviter de nous planter, de nous blesser, enfin des choses comme ça. Et donc, là, on vous pose le truc, et pour ça, on a besoin de vraiment faire vivre un réseau entre nous pour que chacun puisse à la fois exprimer le besoin du moment, comprendre mieux le besoin du voisin, et puis voir comment on matche le truc en disant tiens, machin il sait faire, ou tiens, machin il pourrait être le maraîcher qui va t'aider, et ainsi de suite. N'oublions pas que ça doit rester de proximité. C'est-à-dire que Il y en a qui existent dans ce sens-là, justement. Oui. Au contraire, moi Je pense qu'il faut 30-50 km max. Oui. Déjà, ça fait pas mal, parce que ça fait une demi-heure plus. Mais quand on a dans cette zone-là des compétences variées et des échanges, à l'échelle d'une commune déjà, après c'est une question de réseau, tu vois. Il faut une proximité quelque part, pour pouvoir aller chez l'autre assez facilement. Est-ce que ça pourrait pas être un des projets d'expérience de créer un réseau à partir des gens qui sont déjà venus à ce festival-là et de diffuser Alors, justement, on a l'avantage cette année, pour des raisons réglementaires, on a dû demander les adresses mail à ceux qui le voulaient bien. Est-ce que ça vous va, déjà vous qui êtes présents, qu'on vous envoie une présentation, quelque chose qui explique, par exemple, si Armel connaît bien, et puis ceux qui connaissent bien le sel et autres, de ces réseaux dans lesquels il y a déjà quelque chose, il y a déjà des personnes qui font quelque chose, qui se donnent du mal, et qu'on pourrait alimenter de nos énergies, parce qu'en fait, ce qui manque dans ces réseaux, c'est qu'il y ait des gens un peu leaders, qui mettent de l'énergie, et qui drainent des personnes qui ont des besoins, et qui peuvent donner des coups de main, des choses comme ça. Tu vois, par la continuité. Et moi, je veux bien, à Expérimente, centraliser des choses aussi, mais peut-être que le fait qu'il y ait déjà Solaris, celle qui existe, c'est peut-être malin de mettre l'énergie déjà dans des choses qui existent. Je voudrais juste... Parce que il faut... Ça tient la route si on est un certain nombre de personnes avec des compétences différentes, mais ça nécessite que le réseau soit étendu. Je vous explique en quelques mots comment ça fonctionne à Solaris. Les cellules, moi je parle de mon exemple en fleur. La cellule de Honfleur, le référent de la cellule, il va forcément se mettre en contact avec les référents des cellules voisines, plus proches. Ça veut dire que là déjà on fonctionne en réseau. On a notre fonctionnement interne, mais si on ne peut, face à un problème, si quelqu'un a un problème, si à l'intérieur de la cellule on n'a pas les compétences qui permettent de résoudre le problème de la personne, on va aller faire appel aux référents des cellules voisines. On va dire, est-ce que tu as la compétence dans ta cellule? Oui, non. Est-ce que tu as la compétence dans ta cellule? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, on remonte à l'échelle du dessus, c'est-à-dire à l'échelle départementale, parce que là, les référents de la cellule en termes de proximité, c'est moyen, quoi. Vont contacter toutes les cellules du département
pour essayer de trouver la solution. Est-ce que vous faites Si des elle n'est fois toujours pas de trouvée, l'inter- on remonte à l'échelle régionale, nationale. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le sel de Bernay. Ça vivote depuis 2-3 ans. C'est en lien avec le TU qui se remonte parce qu'ils ont perdu le TU, le trait d'union, le café associatif et solidaire de Bernay. Moi, j'ai essayé de relancer le fait de faire un tableau récapitulatif avec les coordonnées de tous les adhérents, de tous les besoins, de toutes les demandes et de toutes les compétences actives de chacun, les propositions. Donc il y a un tableau que Céline va mettre en diffusion d'ici quelques jours, où chacun, adhérent ou non, pourra le visualiser et voir en fonction de ses besoins, qu'est-ce qu'il peut offrir en termes de compétences, de biens matériels, voilà. Donc, c'est déjà quelque chose qui pourrait répondre aux demandes de chacun. Parce qu'en termes de compétences, à mon avis, chacun a ses compétences. Alors là, il n'y a pas que le bâtiment. Il y a les leçons de piano, il y a la permaculture, il y a plein de choses. Pour revenir à des choses concrètes et basiques, on va lancer cette démarche avec Armel. Tu veux bien faire avec moi? Oui, On va vous envoyer quelque chose et on va essayer d'organiser des temps ensemble pour voir comment on avance. Essayer d'organiser une journée avec les différents représentants de différentes Structures ou assos, pour qu'ils puissent venir présenter leur fonctionnement et après ensuite que chacun aille vers ce qu'il appelle, quoi. Ça dépend. Donc, quand on cherche dans Google les réseaux d'entraide, on ne trouve pas. C'est possible. Ça coûte cher d'être référencé. C'est possible, oui, mais on en connaît par nos réseaux, donc on va essayer justement de le diffuser. Pour organiser un chantier participatif, ça va dépendre de ce que tu veux faire comme chantier participatif, de quelles compétences il est nécessaire et du nombre de personnes qu'il faut. Et après, est-ce que ces personnes qui vont arriver vont être matériel qu'il faut aussi. Est-ce qu'elles ont une expérience ou pas? L'outillage. Est-ce qu'elles ont une force correspondante à la charge demandée tu vois. C'est assez complexe, mais on peut réfléchir avec les personnes qui ont déjà fait ce genre de choses-là pour que ça peut être justement une fonction de cette structure, de ce sel, de ce truc dont on pourra. Parce que des fois, il faut passer par un chantier participatif quand la charge est importante. Là, pour construire une maison comme le fait Marc, de temps en temps, ça pourrait être utile. Lui, il a fait un choix différent pour être sûr d'avancer à un certain rythme, etc. Mais des fois, j'appelle Laurent. Voilà. Mais grosso modo, chantier participatif. Ouais, c'est ça. On fait des mini-chantiers participatifs parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et puis moi je suis super content de l'aider à faire sa maison parce que je dis c'est génial quoi, de faire un truc pareil. Donc ça, c'est des choses qu'on peut développer ensemble. Et la difficulté souvent, c'est de toucher assez de monde et c'est vrai que dans le Sud, ça va mieux le faire que nous ici. Et il faut qu'on ait des adresses mail, il faut qu'on ait des copains à qui on puisse parler de tiens, il y a tel chantier, tel machin. Donc ça a besoin d'être un peu structuré, qu'il y ait un journal, qu'il y ait quelque chose qui porte ces informations-là. Et pour l'instant, moi je ne sais pas bien faire. Peut-être qu'il nous faut un community manager comme ta charmante épouse. Enfin, il faut quelques personnes qui aient des compétences techniques pour la communication et envoyer l'info. La grosse difficulté, c'est avoir le mec compétent qui va faire le chef de chantier, qui en plus est capable de parler à des gens qui ne savent pas faire et qui débarquent et qui ne sont pas forcément très au courant et conscients de ce qu'il faut, des dangers, des outils, des machins. Donc ça demande une structure. Donc il faut un chef de chantier, il faut une ou deux personnes qui connaissent un peu tout ça, tu vois, des gens comme Fred ou moi, qui savent faire mais qui ne sont pas capables de faire le chef de chantier. Quoi que tu es peut-être capable de faire chef de chantier maintenant. Non. Et puis ensuite, il faut faire venir ces gens, pas trop mais pas trop peu non plus. C'est assez complexe. Mais, dans certains cas, c'est vachement intéressant et c'est des façons de tirer des gens vers nous qui vont justement, parce qu'ils sont intéressés pour faire comment on fait un mur en brique, comment on fait un torchis, un enduit, un machin, qui vont être intéressés de venir et d'apprendre. Et ça peut se faire aussi bien dans du maraîchage ou du truc de jardinage que de la permaculture. Pour le coup, j'allais y venir. Moi, j'ai une difficulté supplémentaire, c'est que je suis une entreprise. Donc légalement, je n'ai pas le droit.
J'ai pas le droit de faire appel à des bénévoles dans une entreprise. Les seuls qui viennent chez moi, c'est des Amapiens, parce qu'on a une convention, comme ils signent un contrat, il y a une convention, ou les bouffeurs, quand je faisais du woofing, parce que je payais un abonnement à la plateforme, et je signais une convention comme quoi les bouffeurs pouvaient venir chez moi. Ou éventuellement des stagiaires. Mais j'ai pas le droit de faire venir... Par exemple, si mes parents viennent... Alors mes parents, c'est un mauvais exemple. Mais ils ont tenté de le faire. Mes beaux-parents sont venus nous aider pas mal dans les premiers temps. Si j'avais voulu être dans les clous, d'autant qu'on est quand même au bord d'une des routes les plus passagères du coin, on est un peu visible, si j'avais voulu être dans les clous, il aurait fallu que je leur fasse signer des contrats d'aide familiale. Parce que si j'avais une inspection de la MSA ou de l'inspection du travail, je me prenais une amende pour travail dissimulé ou pour... Donc là, ça, pour nous, c'est une difficulté en plus. Il y a aussi un inconvénient on s'en est rendu compte chacun de notre côté dans celle auquel j'ai participé il y a une vingtaine d'années, c'est que la montée en compétences fait que parfois on n'a pas envie d'enquiquiner les potes, quoi, et qu'on le fait. Ouais. On se déroule tout seul. Oui. Sans compter que parfois, de passer du temps à expliquer à tout le monde, oui. C'est du temps que finalement tu l'aurais fait tout seul ou avec un seul pote. C'est un des inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a les compétences qui sont là, on fait. Et Après, on fait. Parce que tu n'as pas le droit de reprocher des âneries faites par des gens qui viennent t'aider. Ça, c'est un problème aussi. En fait, il faut comprendre que quand on vient aider quelqu'un qui te retransmet aussi quelque chose, l'attitude et la démarche de celui qui vient aider est importante, parce que si la personne vient un peu comme « ah bah je t'aide, donc c'est normal que ceci, cela », en fait, il faut tenir compte de ce que l'autre a fait pour pouvoir t'expliquer, etc. Et c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que souvent, il y a plein de choses, en fait, je vais plus vite à le faire moi-même, ou avec un Marc qui vient, ou tu vois, avec des gens que tu connais bien, que des gens qui viennent, qui ne tourner, savent pas travailler et qui te font perdre un temps fou parce qu'ils veulent ceci, ils veulent cela, et ils veulent pas comme si. Et en fait, bah, du coup, tu as plus vite fait de faire que tu expliques des fois un truc de A à Z, et le mec il te le fait différemment. Et c'est rigolo parce que quand t'as pas beaucoup d'expérience, tu expliques très bien. Tu prends le temps du détail, du machin. Et puis en fait, tu prends de l'expérience parce que tu prends de l'année, donc pour toi ça devient naturel, un peu mécanique, un peu machinal. Et d'un seul coup, tu expliques mal en fait, parce que tu penses pas pour toi ça paraît tellement évident que tu oublies les 3/4 des infos. Alors que 5 ans avant, tu expliquais très bien que le boulot se faisait sans aucun problème. Les autres, quand ils n'ont pas bien compris. Ah non, des fois, ils ont l'impression d'avoir compris, ouais. Non. Et c'est normal. Et du coup, le chef de chantier, souvent, vaut mieux que le chef de chantier ne travaille pas. Ouais. Vaut mieux que le chef de chantier, entre guillemets, fasse. J'ai horreur de le faire et du coup, j'arrive pas à le faire, mais supervise et du coup, soit plutôt là, un peu en garde-chourme, que soit les mains dans la terre. Voilà. Moi, j'ai réussi à le faire une seule fois sur une de mes serres, c'est la mieux montée, la mieux tendue. Celle qui s'est cassée la tronche à la tornade, typiquement, j'ai pas osé le faire parce que j'aime pas ne pas mettre les mains dans la terre quand les copains le font. Elle était mal montée. Moi, je vous propose un petit truc, c'est qu'on ait un lieu. Est-ce que, par exemple, un truc comme WhatsApp, un outil assez diffusé, où on met nos adresses, ceux qui veulent, et on puisse poser des questions, poser des besoins, déjà un premier truc pour avancer, un peu ce que tu disais, alimenter un peu tout ça, là, nos idées, nos besoins, aller se diriger grâce au CEL par le travail qu'on va faire avec Armel, par exemple, CEL et puis à Solaris, de façon à ce qu'on ait, tu vois, qu'on puisse diffuser l'information, parce que des fois, ah oui, c'est qui, mais ah merde, j'ai pas le numéro de Fred, moi, machin chose, et qu'on puisse mettre ça là-dessus. Si ça vous va, on peut l'un de nous créer ça. Je sais pas comment, est-ce que vous avez une idée de nom? De nom. Comment on l'appellerait ce truc-là? Expérimente. Ah oui. Ah oui. Réseau expérimente, ça vous dirait? Il faut qu'on renouvelle ce festival. On rencontre des gens intéressants, il y a des idées, il y a des échanges, il y a des trucs vraiment hyper porteurs et hyper intéressants. Et j'aimerais bien qu'on arrive à faire vivre, par le biais de ce groupe et de ces choses-là, pour qu'on commence ce fameux réseau-là, avec les besoins de maintenant et les choses qui nous viennent, et qu'on l'alimente, qu'on le fasse vivre. Et pour ça, on a hyper besoin
que vous vous impliquiez un petit peu à nos côtés, que vous disiez, bah, tiens, moi je vois ci, je vois ça, que même des gens qui viennent de province puissent nous encourager et puis dire, ah tiens, nous on a telle bonne idée chez nous, on fait comme ci, on fait comme ça, pour qu'on puisse pérenniser ça et faire vivre ce truc de partage, d'entraide dans notre secteur où c'est pas encore vraiment aussi développé que dans certaines régions. Et bah, il va falloir que vous nous aidiez parce que nous on porte déjà beaucoup, on a fait déjà beaucoup de choses et tous les bons exemples, toutes les bons trucs vont nous faire avancer et il faudra aussi l'énergie d'en parler autour de nous chacun, d'envoyer les mails à notre réseau, de faire venir des gens vers nos événements parce que quand l'un a besoin et qu'il fait un truc et qu'il met de l'argent et qu'il met du temps et que ça marche pas, bah, au bout d'un moment, il va se décourager. Et puis il va peut-être arrêter. Et puis du coup, il reste ce truc-là en moins. Et puis après, un autre truc. Et ainsi de suite. Donc, si on redynamise tout ça et qu'on fait que chaque événement se passe bien parce qu'on sait en parler et parce qu'on sait aussi le faire venir, eh ben, on aura du choix, on aura de la culture, on aura de la beauté, on aura plein d'opportunités de rencontres super intéressantes. Et ça demande un petit investissement au quotidien quand il y a des trucs, quoi. L'idée, c'est de parler de ce truc-là, de dire, voilà, on met cette énergie-là, on a cette envie, on propose ça, et puis venez nous rejoindre, et comme ça, dans le SEM, dans le système d'échange qu'il y aura plus de possibilités, il y aura plus de chances que ça matche entre un besoin et une proposition. Et on se rend compte à quel point on a besoin d'avoir de l'aide de votre part. Et avec la promesse que quand vous aurez besoin, on sera là aussi, tu vois. Et c'est ça qu'on veut lancer, voilà, c'est ce truc-là. Et on va être super... Et dans tout ça, le prochain président moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de président, mais qu'il y ait des personnes qui ont envie des collégialités, en fait. Mais après, on va en parler. On va en parler quand on peut faire, quand on voit les choses. Tu as une feuille avec les coordonnées, moi aussi. Oui, normalement, à la colle, on a demandé... Ouais. Oui. Merci. Merci.